Ça marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 30e rencontre, 30 minutes pour demain, que nous avons voulu consacrer avec le Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech à la question de l'agriculture urbaine, en titrant cette rencontre des potagers sur les toits pour nourrir la résilience des villes. Alors, certains d'entre vous qui étaient déjà là, voici autour d'il y a 2 semaines, ont probablement assisté à la rencontre que nous avions organisée avec Jean-Christophe Fromentin et Didier Sicard, Paola, elle s'en souvient, qui, l'un et l'autre, nous invitaient, sous un titre un peu provocateur, mais à ne pas nous en remettre, disons, à la nature en ville, pour rendre plus vivables, disons, les futurs urbains. Voilà. J'avais promis à Paola qu'on reviendrait sur la question de l'agriculture urbaine, donc à l'occasion de leur intervention, et il est bien évident qu'il y a bien d'autres choses à dire que celles que nous avions échangées avec ces 2 personnalités. Donc voici quelques temps. En temps de crise sanitaire, les questions de résilience alimentaire et le besoin de nature des urbains se font de plus en plus pressants. Et c'est dans ce contexte que l'agriculture urbaine semble, pour Paola et Fanny, dont nous allons faire la connaissance dans un instant, prendre tout son sens. Et on voit effectivement des projets émerger un peu partout en France autour de ces thématiques. Donc Paola et Fanny vont nous inviter à découvrir en particulier les bonnes pratiques pour installer un potager en toiture terrasse qui est une réserve foncière sous-exploitée dans nos villes. En tout cas, elle a bien été identifiée comme telle par un certain nombre de grandes métropoles, Paris, j'allais dire au premier chef, et comme zone de prédilection pour les projets d'agriculture urbaine. La rencontre est organisée à l'initiative du Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech, qui est un partenariat de recherche entre les entreprises de Vinci et 3 écoles d'ingénieurs de ParisTech, Mines ParisTech, Agro ParisTech et l'école des ponts ParisTech. L'objectif de ce lab, c'est de développer des outils, c'est de porter, de financer et d'accompagner des projets de recherche, des thèses et des post-docs, et de développer des outils qui permettent de réduire l'impact environnemental des projets de Vinci. Avec donc des sujets traités par les équipes de recherche en lien avec les salariés et les projets Vinci, sur des thématiques qui peuvent être l'efficacité énergétique des bâtiments, l'analyse du cycle de vie des quartiers, la biodiversité ou la mobilité durable. J'en viens, pour finir cette petite introduction, à présenter donc nos 2 intervenantes. Paola Munier est consultante en biodiversité en agriculture urbaine pour Urbalia, qui est une entreprise de conseil en biodiversité, dont une partie de l'expertise, tu préciseras si besoin, mais est fondée, me semble-t-il, sur les recherches du Lab Recherche Environnement. Tu es, Paola, lauréate du Women for Climate du C40 pour ton engagement en faveur de la nature en ville, et tu participes à la transition, disons, des écosystèmes et des villes en particulier, donc en ce sens en accompagnant des acteurs, des promoteurs, des collectivités pour développer la biodiversité et l'agriculture urbaine. Fanny Prevent, bonjour, est ingénieure agronome spécialisée en agriculture urbaine et coordinatrice de la chaire agricultures urbaines, donc services écosystémiques et alimentation des villes à Agro ParisTech, très engagée également en faveur du retour de la nature en ville et de l'impact positif précisément de ces pratiques sur nos environnements urbains. Comme d'habitude, je vais vous laisser la parole pendant une demi-heure environ, pendant laquelle vous allez vous partager l'écran et le temps de parole. Je reviendrai pour vous poser les questions que les membres de l'audience voudront bien saisir dans l'espace chat à droite de notre écran à chacun d'entre nous. Voilà, bonne présentation. Merci à toutes les 2 d'être là et à tout de suite. Merci Mathieu, merci pour cette entrée en matière. Donc bonjour à toutes et tous. Donc en effet, aujourd'hui, on va vous parler des potagers sur les toits et également d'agriculture urbaine face à cette crise sanitaire. Donc pour commencer, nous allons un peu répartir notre temps en 3 étapes. La première, je vais revenir un peu sur le développement de l'agriculture urbaine et notamment des potagers sur les toits, un peu en présentant notamment 4 grands projets phares qui ont permis son développement à Paris et en France. Ensuite, nous présenterons un peu, nous ferons un focus sur la situation actuelle, quels impacts sur l'agriculture urbaine et le système alimentaire plus largement, avec notamment en présentant quelques innovations
qui se sont déployés en ce moment. Et enfin, Paola nous parlera un peu de ce qu'on peut imaginer pour demain, et en commençant par présenter l'ouvrage qu'on a écrit ensemble sur la mise en place de projets d'agriculture urbaine en toiture-terrasse. Donc pour commencer, donc l'agriculture urbaine, c'est un sujet qui existe depuis de nombreuses années. Et pour le sujet des toitures terrasses, c'est également voilà, beaucoup de projets sont installés partout dans le monde. C'est vraiment un phénomène mondial. On retrouve des projets très diversifiés avec vraiment des fonctions très variées. Et on aime voilà, définir l'agriculture urbaine comme l'agriculture qui se trouve dans la ville ou proche de la ville et qui va permettre de rendre un certain nombre de services pour la ville, mais également pour ses habitants. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons plus du cas des toitures, mais il faut savoir qu'elles se développent donc sur les toits, mais également en plein sol, dans des bâtiments ou même dans des sous-sols. Donc, pour parler un peu plus précisément en quelques chiffres de l'agriculture urbaine, donc, le dernier recensement de l'AFOP, donc l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, donc qui est une association qui regroupe bon nombre d'acteurs de l'agriculture urbaine, a montré qu'il y avait plus de 600 sites d'agriculture urbaine installés en France. Donc à savoir que ce chiffre est non exhaustif, car il regroupe les sites installés par les adhérents de l'AFOP. Et si on focus un peu plus sur le sujet des toitures, comme le disait Mathieu, c'est une ressource foncière non négligeable puisqu'on estime que 32% de la surface horizontale des villes est représentée par les toitures terrasses. Et si on imagine finalement mettre en culture ces espaces, donc c'est ce qu'a fait notamment la ville de Bologne, en mettant en culture tous les espaces en toiture, ils ont estimé que près de 77% des apports en fruits et légumes seraient permis par de telles installations. Donc, on peut se questionner sur l'intérêt d'aller sur ces toitures et de les cultiver. Donc, au-delà de la contribution alimentaire de ces projets d'agriculture urbaine, il y a bon nombre d'autres services qui sont rendus par ces formes-là, que l'on a présenté ici sous les trois axes du développement durable. Donc, les différentes formes d'agriculture urbaine, elles peuvent permettre d'accroître le lien social entre les différents habitants, ce qu'on avait tendance aussi à perdre dans nos villes. Ça permet également de développer de nouveaux métiers et de mettre en place des emplois locaux. Et un autre exemple, ça permet également de valoriser des déchets urbains, que ce soit des déchets de cuisine ou des déchets verts. Finalement, ces déchets deviennent des ressources qui sont largement utilisées par bon nombre d'agriculteurs urbains aujourd'hui. Et donc là, on voulait un peu vous présenter 4 grands projets ou appels à projets qui ont permis finalement d'accroître le déploiement des projets en France et également à Paris. Donc, pour commencer avec un premier exemple, ce sont les appels à projets urbains qui ont vraiment servi de source d'innovation et qui ont été catalyseurs de nouveaux usages pour le bâtiment. Donc, pour commencer avec Réinventer Paris, qui a commencé, donc, qui s'est déroulé en 2014-2016, on a ici un exemple d'un projet phare où l'agriculture urbaine s'invite sur le bâtiment. En façade, on a des bacs pour jardiner de façon individuelle et sur les toits, on vient cultiver de façon collective. Réinventer Paris, c'est vraiment un premier moment où en fait le monde de la fabrique de la ville, les architectes, les paysagistes se sont rencontrés avec l'agriculture urbaine. On avait comme ça, sur les 23 sites, 3-4 projets phares avec de l'agriculture urbaine. Et derrière, les appels à projets avec 2 éditions, donc Inventant la métropole du Grand Paris, qui ont commencé à partir de 2017. Là, c'est vraiment l'explosion des projets. C'est-à-dire que sur la 2e édition d'Inventons la métropole, on a plus de 60% des projets qui ont une composante d'agriculture urbaine. Ici, on a voulu vous présenter donc l'exemple qui est souvent appelé comme le projet le plus agricole de Inventons la métropole du Grand Paris, c'est Ressource-toi à Morangis. On vient donc construire sur une frange déjà agricole en déprise et l'agriculture urbaine sert à recoudre ce lien. C'est-à-dire que vous voyez au premier plan, il y a à gauche
une ferme en maraîchage bio-intensif gérée par l'association Espace qui vient combiner avec des petites parcelles à cultiver individuellement et en arrière-plan, les logements avec au-dessus, vous pouvez voir des serres qui vont vous servir de zone de semis. Donc, toute une imbrication des différentes formes. Autre appel à projet bien connu maintenant et vraiment phare qui a permis de développer et d'accélérer finalement la mise en place de nombreux projets d'agriculture urbaine, c'est donc l'appel à projet Pariculteur, donc, qui a été lancé en 2016 par la ville de Paris et encadré par une charte objectif 100 hectares. Donc, c'est-à-dire l'objectif de végétaliser 100 hectares de Paris et de sa proche couronne, dont 33 hectares dédiés à l'agriculture urbaine. Donc, cette charte a été signée par par 79 signataires, que ce soit des acteurs publics ou privés, et qui montraient finalement leur implication et leur accompagnement sur cette démarche. Donc, il y a eu 3 grandes sessions de cet appel à projet, donc en 2016, en 2017 et en 2019, avec près de 77 sites proposés, donc tout en sachant que tous les sites sont aujourd'hui pas forcément mis en place, mais Pariculteur a été vraiment, a permis une explosion de l'agriculture urbaine dans la métropole. Si on zoome un peu plus et qu'on regarde l'ensemble des projets, on peut remarquer que près de 80% des sites proposés sont en toiture terrasse. Et également, ce que nous montrent ces différents projets, c'est qu'ils sont très divers. On a à la fois des projets productifs, des projets sociaux, d'autres à vocation plus pédagogique sur les toits des écoles. Et également des projets assez innovants dans des parkings. On voit également, grâce à cet appel à projet, plein de productions parfois innovantes, donc à la fois des produits de cave, des micro-pousses, mais également de la spiruline, voire même du safran. Donc ça permet aussi de montrer toutes les innovations en termes de production qui sont possibles aujourd'hui dans la ville. Autre nouveau site sorti tout récemment. Donc, c'est la plus grande ferme urbaine des toits d'Europe qui est installée sur le pavillon 6 du parc des expositions à Porte de Versailles. Donc, en 2015, Viparis, donc, qui est un opérateur, un leader européen de l'organisation de congrès et de salons, qui lance un appel d'offres pour végétaliser les 14 000 m² de toiture qui sont mis en place dans le cadre de la rénovation de ce hall 6. Et donc, c'est Culture en Ville et Agripolis, deux entreprises d'agriculture urbaine qui répondent à l'appel avec le restaurant, le perchoir. Et finalement, sur cette toiture qui a une surface assez incroyable, on retrouve 3 espaces. Un espace dédié à la production de fruits et légumes en hydroponie, dédié en grande partie aux restaurateurs du site et des alentours. Donc aujourd'hui, on a 5 000 m² qui sont mis en culture pour par la suite avoir l'intégralité de la toiture cultivée. Un autre espace plutôt événementiel avec une serre privatisable et des événements entreprises organisés. Et enfin, un espace plus dédié au grand public avec location de potagers, de bacs potagers et des ateliers pour le grand public. Et finalement, le modèle de cette nouvelle toiture repose beaucoup sur le trépied, production événementielle et animation. Et un dernier exemple qu'on voulait vous présenter, c'est un exemple qui est à Marseille cette fois, où on observe que en fait, l'agriculture urbaine est vraiment devenue un ensemblier des projets urbains. Là, on se trouve au niveau de la ZAC Vallon-Rémy, où l'aménageur, la Soleam, doit aménager le site et écrit dès le début de son cahier des charges, en fait, demande à ce qu'il y ait de l'agriculture urbaine. Le projet qui a remporté l'îlot central que vous voyez ici, c'est un projet où l'agriculture urbaine est vraiment la pièce centrale et on vient greffer les autres usages. Donc, vous pouvez voir au premier plan qu'on a une halle alimentaire avec un food court qui est en fait approvisionné par la serre productive
en toiture. À gauche, on a des bureaux avec un incubateur de start-up lié à l'agriculture urbaine et aussi à la food en général. Et derrière, donc des logements avec des zones également partagées. Donc, on voit vraiment ce changement de paradigme où l'agriculture urbaine devient au centre des projets urbains. Et donc, de notre côté, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans le monde et comment, finalement, les potagers en toiture étaient présents et déployés, on a fait un recensement de ces projets au niveau mondial. Et on a recensé donc 170 toits potagers, à savoir que, bien évidemment, c'est un recensement non exhaustif, mais ça permet déjà d'avoir les tendances actuelles sur ce sujet. Et donc, on a à la fois des projets en Amérique du Nord, en Europe et également en Asie, avec voilà, une prépondérance, vous avez peut-être du mal à le voir, mais de projets de jardins partagés ou de micro-fermes urbaines. Donc, grâce à ce recensement, finalement, on a pu essayer de comprendre et de voir quels étaient les systèmes de culture les plus employés. Donc, ce qu'on remarque, c'est que il y a 3 systèmes un peu phares qui sont utilisés. Le premier, donc ce sont les cultures en bac, donc bac en bois ou bac souple, qui sont voilà, très déployés, que ça soit dans le monde ou en France. Donc, ils sont utilisés parce qu'ils sont assez simples à mettre en place et ils permettent également de moduler l'aménagement de votre terrasse. En second, viennent des systèmes plus high-tech, tels que l'hydroponie, l'aéroponie ou la bioponie. Et enfin, des systèmes en planche qui sont assez similaires aux toitures végétalisées, mais où finalement l'épaisseur de substrat et la composition du substrat sont différentes. Le recensement nous a également permis de distinguer 4 grandes formes de projets sur ces toitures. Donc là, on a fait un focus sur la France. Donc, en premier lieu viennent les jardins collectifs. Donc, dans cette catégorie, on retrouve les potagers d'entreprise, les jardins partagés et également les potagers pédagogiques, donc qui sont présents à hauteur de 43%. Ensuite viennent les micro-fermes urbaines qui, elles, se basent sur la production pour développer tout un tas d'activités. Voilà. Ensuite, à hauteur de 11%, on retrouve les fermes urbaines productives qui, elles, ont pour vocation de produire et de commercialiser leur production. Et enfin, une dernière catégorie un peu plus particulière, donc ce sont les terrasses comestibles. C'est lorsque finalement des hôtels ou des restaurants décident d'investir les toits pour pour cultiver et utiliser directement dans leur restaurant les herbes aromatiques ou les fruits et légumes cultivés sur le toit avec valeur ajoutée de leur plat. Donc face à un peu ce panorama et de ce recensement que l'on a pu faire, on voulait maintenant faire un peu on va dire une pause pour regarder ce qui se passe actuellement dans la crise sanitaire que nous vivons, en commençant d'abord par un petit regard sur ce qui s'est passé dans d'autres villes ayant subi également des crises importantes. Donc, le premier exemple bien connu, c'est l'exemple de Cuba, qui a subi voilà, une crise importante à la suite de la chute de l'Union soviétique, et qui, finalement, l'objectif était d'assurer l'approvisionnement minimum des denrées alimentaires. Et à la suite de l'embargo des États-Unis, il y avait voilà, un gros problème d'approvisionnement, tant alimentaire, mais aussi plus de pétrole et de produits phytosanitaires pour cultiver. Donc, ça a finalement permis d'innover en termes de système de façon de cultiver, donc avec du maraîchage biointensif, des jardins collectifs axés sur des façons plus respectueuses de cultiver. Et finalement, l'État cubain décide de soutenir la politique de développement de l'agriculture urbaine et invite tous les habitants cubains à venir mettre en culture les espaces vacants. Et aujourd'hui, c'est finalement 30% de la Havane qui est occupée par des jardins entretenus par 30 000 personnes. Donc, c'est un premier exemple. Et l'autre exemple, c'est celui de la ville de Détroit aux États-Unis,
donc c'était une ville très axée sur l'industrie automobile et qui, à la suite de la crise de 70, a vécu des licenciements en masse, des émeutes, un exode très important, avec du coup, comme résultat, des usines à l'abandon, des friches industrielles et un fort taux de chômage. Et finalement, on avait tendance à caractériser cette ville comme un désert alimentaire avec un manque réel d'accès à des fruits et légumes, et notamment à des coûts abordables pour les populations. Donc, quoi de mieux que de prendre en charge son alimentation et de se mettre à cultiver. Et c'est finalement le maire, en 1970, qui lance le programme Farm Lot, donc une sorte de permis de cultiver, et qui invite également à cultiver les espaces. Et donc, en 2010, ce sont près de 16 000 personnes qui s'investissent dans près de 1300 jardins. Donc, ces deux exemples nous permettent de voir à quel point l'agriculture urbaine a permis de surmonter ces crises. Et donc, maintenant, je voudrais regarder, et chez nous, qu'est-ce qu'il se passe actuellement. Donc, il y a eu plusieurs phases, mais ce qu'on remarque à la suite de la fermeture des restaurants, des marchés, des écoles ou d'autres lieux publics, c'est qu'il y a eu un réel impact sur les circuits de distribution et une réelle nécessité de s'adapter et d'improviser assez rapidement. Donc, il n'y a pas eu de pénurie, mais véritablement un court-circuit de la distribution. Ce qu'on a remarqué au niveau des pratiques, ce sont de réels changements. Donc, en ces temps de crise, on se concentre vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire se nourrir. Et il y a deux scénarios. Soit on va au plus près, donc dans 65% des cas, ce sont les supermarchés qui sont sollicités. Et dans d'autres cas, on ne veut pas risquer d'aller dans ces espaces et on s'oriente plutôt vers des circuits courts avec des drives fermés ou bien des livraisons. Et donc, on observe également une forte hausse quand même de la consommation locale, notamment depuis la hausse de la sensibilité écologique de 2014, notamment chez certaines catégories de personnes, et également des plateformes en ligne et des magasins locavores qui sont fortement sollicités. On connaît notamment La Ruche qui dit oui, à l'ancienne ou Au bout du champ. Et on peut se demander aujourd'hui, finalement, si ces solutions sont temporaires ou si ce sont des adaptations qui vont être pérennes. On a entendu parler notamment d'un projet en Nouvelle-Aquitaine, d'une plateforme mettant en relation des producteurs avec des consommateurs. Et finalement, cette plateforme devait exister depuis un bon nombre d'années. Et finalement, cette crise a été un réel accélérateur d'innovation. Et donc, à voir comment ce type d'initiative va perdurer dans le temps. Alors maintenant, si on fait un focus sur l'impact de cette crise sur le secteur de l'agriculture urbaine, je voulais donc vous partager une étude réalisée par l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle à laquelle Urbalia fait partie, qui a montré que finalement ce secteur déjà en structuration a subi de réels chocs parce que la première chose qui est très très différente d'une agriculture de campagne, c'est que les sites étaient fermés. Comment on fait pour aller accéder au potager quand tout le bâtiment de bureau est fermé et qu'on n'a pas accès? Ça a été une réalité. Il y a plus de 25% des répondants de l'enquête de l'AFOP qui ont dû arrêter complètement leur activité. Ils ne pouvaient pas rentrer dans les sites. Et 25% ont eu des sites en partie arrêtés. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 semaines, les sites ont commencé à réouvrir. Ils pouvaient accéder à leur toiture, par exemple, une fois par semaine. Il y a aussi également des retards de chantier. Un autre exemple à cela, c'est la Chapelle internationale, un gros projet dont on a pas mal parlé à Paris, qui vise à mettre des serres sur un centre logistique. Ils ont vu leur retard de chantier tel qu'a priori, ils ne pourront pas lancer la production cette année. Et effectivement, une grande crainte aussi liée au report des élections, puisque de nombreux projets devaient se mettre en place dans les mois à venir. Ensuite, comme Fanny en a également parlé, le fait que cette distribution ait été chamboulée avec la fermeture des restaurateurs a été un vrai manque à gagner pour beaucoup d'entre eux. Et enfin, on en a également parlé quand Fanny a présenté
l'exemple du projet à Parc des Expositions à Versailles, c'est comment on peut continuer son activité quand toutes ces offres d'événementiel, d'ateliers, de team building, de location de salles sont à l'arrêt. Beaucoup de business models de l'agriculture urbaine reposent justement sur ce trépied, comme on l'a dit, et là, tout est à l'arrêt. Face à cela, Fanny l'a bien dit, on ne sait pas si les adaptations vont être pérennes ou temporaires, mais en tout cas, on voulait vous présenter 3 histoires, j'ai envie de dire, qui ont montré qu'on a une forte agilité du secteur de l'agriculture urbaine qui a permis une adaptation rapide. Face aux sites fermés, par exemple, vous voyez cette photo, c'est un projet qui se trouve à Achères, où en fait, sur plus de 7 hectares, on a une ferme urbaine, de la transformation, on récupère les biodéchets pour faire du compost, etc. Et ce site était en fait la seule zone fermée de la ville. Et donc, beaucoup d'habitants sont mis à se balader là-dedans. Et comme c'est un projet qui repose sur le bénévolat, ils ont pu, comme ça, attraper des futurs bénévoles. Distribution chamboulée, certes, mais vous voyez ce beau panier qui donne envie, c'est la ferme aquaponique de Nutrit, qui, elle, vendait principalement aux restaurateurs. Et en une semaine, Guillaume Pelé, le cofondateur, s'est enfermé chez lui, a complètement shifté son business model, a lancé une plateforme qui maintenant permet de fournir plus de 100 paniers par jour. En temps de crise, il a réussi aussi à embaucher 3 personnes. Et là, on voit vraiment à quel point l'agriculture urbaine peut être finalement ce point d'ancrage pour l'agriculture de campagne, puisque Nutrit vend aussi via cette plateforme des produits issus de l'agriculture alentour d'autres fermes. Enfin, pour le côté arrêt d'offres événementielles, ça ne remplacera certes pas les entrées d'argent, mais en tout cas, l'agriculture urbaine est bien présente en ce temps de crise où tout à chacun, peut-être vous, moi et d'autres, on a envie de jardiner, puisque de nombreux acteurs comme les sourciers ou encore la Sauge ont mis en ligne plein de tutos pour découvrir le jardinage. Il y a aussi un MOOC en ce moment sur les agricultures urbaines, donc des cols verts pour se former. Et de nombreux acteurs également de l'agriculture urbaine vendent eux-mêmes des produits, des kits que vous pouvez acheter, ils ont continué leur activité, que ce soit Culture en Ville, New City et plein d'autres, pour apprendre à cultiver sur votre balcon, dans votre jardin. Donc cette agilité, on ne sait pas si ça perdurera, en tout cas ce sont des exemples, des beaux exemples d'adaptation. Et si on se mettait un peu à réfléchir par rapport à cette crise, à un demain, nous, en tout cas, ce qu'on promeut, bien sûr, c'est le déploiement de l'agriculture urbaine sur les toits. C'est pour cela qu'avec le Lab Recherche Environnement, nous avons écrit donc un guide à destination de l'ensemble des acteurs de la ville pour vraiment pousser à la végétalisation de potagers en toiture. Pourquoi on a écrit ce guide? Parce qu'en fait, on vous montre des beaux projets, mais ce n'est pas si simple de mettre de l'agriculture urbaine sur les toits. Il faut bien sûr penser son projet. Il y a tout un tas de contraintes, qu'elles soient liées, que ce soit des contraintes techniques liées au bâtiment, comme la structure, l'étanchéité, mais aussi des contraintes de projet. Parce que installer un projet d'agriculture urbaine sur les toits, c'est vraiment permettre l'acte de cultiver. On voit encore trop de toitures qui ne sont pas tout à fait fonctionnelles, qui sont un peu trop petites, où il manque un équipement. Donc, on a vraiment voulu synthétiser tous les éléments pour pouvoir mettre en place des toitures fonctionnelles. Donc, ce guide qui va être édité cet été aux éditions Erol, il résulte d'un travail de 2-3 années de la part de Fanny et de moi, où on a comme ça analysé des documents, recensé des projets, on allait visiter des projets, on a suivi des projets en phase chantier, on en a conçu également, et rencontre de tout un tas d'experts et d'agriculteurs également. En tout cas, derrière ce guide, ce qu'on souhaite aussi, c'est promouvoir la notion de trame verte aérienne. Au même titre qu'il y a des trames vertes et bleues qui sont inscrites dans les documents d'urbanisme, nous, on croit vraiment en connectant tous ces espaces en une trame verte, qu'elle soit alimentaire ou non, mais en tout cas aérienne. Ici, vous voyez voilà, tous les projets pariculteurs, mais si on rajoute toutes les toitures végétalisées, ça fait des réservoirs de biodiversité, des réservoirs de nouveaux lieux pour se rencontrer, et on s'en rend bien compte en ce temps de crise qu'on a besoin de plus de nature en ville.
qui peuvent être connectés les uns les autres. On ne dit pas qu'il faut faire l'agriculture urbaine partout, on peut installer des très belles toitures pour la biodiversité, c'est l'image que vous voyez au milieu, ou aussi allier du photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle les toitures biosolaires, par exemple. Enfin, autre chose qu'on souhaite porter, c'est également la notion de trame alimentaire urbaine. Vous voyez sur ce schéma qu'on peut en fait réfléchir aux bâtiments 3.0 qui sont un bâtiment complètement circulaire. C'est-à-dire que l'eau, par exemple, de pluie serait récupérée pour irriguer la ferme en toiture, ou encore les eaux usées seraient réutilisées pour irriguer la ferme en toiture. C'est déjà le cas sur un projet de Sous les Fraises à Paris, par exemple. Et encore mieux, on peut même penser récupérer les urines, qui est un fertilisant naturel, comme amendement de la ferme. L'air vicié peut être récupéré pour ensuite chauffer la serre, par exemple. Mais derrière aussi ces boucles qu'il faut repenser à l'échelle de la ville, on le voit sur le schéma, c'est la question de la transformation, du stockage et de la vente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser les systèmes alimentaires urbains sans repenser ces composantes. Il faut certes multiplier les zones de production, mais il faut aussi, pour vraiment avoir des systèmes alimentaires urbains résilients, il faut pouvoir transformer les produits, issus du maraîchage par exemple, mais issus aussi des cultures céréalières en farine, il faut pouvoir les distribuer. Et ça, en tant qu'acteur de la fabrique de la ville, vous pouvez aussi, dans vos projets, l'intégrer dès la conception. Enfin, pour finir sur la note de résilience des systèmes alimentaires, bon, si le sujet vous intéresse, il y a plein d'ouvrages dessus, comme Les Greniers de l'Abondance, qui a sorti un bouquin récemment. Mais ce qu'on voulait aussi apporter, c'est la question des hommes et des femmes, dans le sens où l'agriculture urbaine, elle doit trouver son modèle économique, c'est ce que tout le monde lui demande. Mais derrière, c'est aussi, ça repose la question de comment on arrive à être rentable dans l'acte de produire. Et c'est une question que se pose aussi le monde agricole qui, vous le savez, a des gros problèmes de rentabilité. Cette question, elle est aussi prépondérante puisqu'on est en ville, la main-d'œuvre coûte plus cher, le foncier coûte plus cher, l'eau coûte plus cher, tout coûte plus cher. Mais derrière cette question des hommes et des femmes, c'est aussi comment finalement je peux créer la future génération d'agriculteurs plus classiques en zone rurale ou périurbaine qui nous nourriront demain. Vous le savez sûrement, il y a un tiers des agriculteurs en français qui vont aller à la retraite d'ici à 10 ans et ils n'ont pas, il n'y a même pas 40% qui ont encore un repreneur. Donc, comment je remets les gens dans les champs? Le deuxième sujet, c'est aussi la question des sols. Il faut certes multiplier les zones d'agriculture, que ce soit sur les toits, on en a parlé, dans les caves. Il faut désimperméabiliser la ville, renaturer la ville, mais il faut aussi préserver les zones agricoles que nous avons. C'est notamment un objectif que s'est fixé le gouvernement français en inscrivant en 2018 dans son plan biodiversité l'objectif zéro artificialisation nette, mais il y a encore trop de terres qui partent à l'urbanisation. On estime que c'est entre 20 000 et 50 000 hectares de terres agricoles qui partent à l'urbanisation chaque année. Donc, comment je préserve ces zones agricoles? Et la photo n'a pas été choisie de façon anodine. On se trouve en région de Dijon. Et donc, vous voyez, voilà, c'est typique de l'urbanisation des zones pavillonnaires qui grappillent petit à petit sur les zones agricoles. Mais cette photo, c'est aussi une note plus positive parce que Dijon a reçu un prix en tant que territoire d'innovation de la part de l'État, puisqu'ils ont développé tout un projet de devenir la première zone française avec un système alimentaire urbain durable d'ici 2030 en remettant l'agroécologie, la distribution, le partage, le lien social au cœur de leur projet de territoire. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Paola. Merci, Fanny. Voilà, tu peux couper à présent le partage d'écran. Merci pour toute cette présentation qui ouvre plein de pistes et évidemment qui suscite à peu près autant de questions. Beaucoup de questions sur le chat et j'ai envie peut-être de commencer par parler, enfin pour les principaux chapitres, disons, dans lesquels on pourrait organiser ces questions. On va parler des caractéristiques des projets, on va parler de la relation, disons, entre ces projets et les institutions ou les territoires
territoires dans lesquels ils s'implantent. On va parler des freins à lever, on va parler un peu de technique, de bénéfices environnementaux et peut-être d'économie et de masse critique. Donc, ça fait énormément de sujets. Je ne pense pas que dans les 5 minutes qui restent, on puisse tous les aborder, mais on va malgré tout faire de notre mieux. Peut-être une question, alors des questions un peu génériques, enfin sur la nature de ces projets. Une question toute simple de Pascal, mais que nous sommes certainement nombreux à nous poser, c'est est-ce qu'il y a au fond sur la qualité des produits générés par ce type donc de projet, des freins ou des limites qui ont trait simplement à la nature polluée des environnements et notamment atmosphériques en ville. Comment on sait Et est-ce que ça appelle bien évidemment des choix de culture spécifiques en lien avec cet environnement particulier? Moi, je peux commencer, et, enfin, on se complète. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent sur la nature des produits et des pollutions. Alors, ce qu'on a pu remarquer, notamment, par exemple, sur le potager expérimental d'AgroParisTech, donc c'est un potager qui se trouve au cœur du 5e arrondissement, au 5e étage. Et ce qu'on a remarqué, enfin, il y a plusieurs sources de pollution possibles. Donc, il y a l'air, l'eau et également le substrat. Donc, pour ce qui est du substrat, à partir du moment où on se trouve en toiture, on va apporter du substrat. Du coup, voilà, en s'assurant de la qualité du substrat en amont, donc soit en achetant le substrat normé, donc qui est dénué de tout polluant, le risque est déjà limité. Pour ce qui est de l'eau, généralement sur beaucoup de projets, on est relié à l'eau de ville, donc également voilà, limité en termes de contaminants. Donc bien sûr, on peut également utiliser l'eau de pluie et à ce moment-là, il faudra réaliser des petites analyses microbiologiques également pour s'assurer de l'innocuité de l'eau. Et enfin, pour ce qui est de la pollution de l'air, donc qui revient souvent, donc là, par exemple, sur le toit d'AgroParisTech, au 5e étage, ce qu'on a remarqué, c'est que les produits cultivés, après analyse, ils montraient des taux de contamination bien inférieurs aux normes européennes. Donc, à partir du moment où c'est aussi la source. Enfin, tout dépend de la source, mais si on est dans une rue peu passante et assez en hauteur, donc à partir du R+3, R+4, on est un peu assuré que les productions seront saines. Après, c'est vrai que si on est à côté du périphérique et voilà, très proche de cette source de pollution, il faudra bien évidemment faire attention. Après, voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Paula. J'ai juste partagé pour synthétiser ce que tu as dit, une vidéo qu'on avait tournée avec le Lab Recherche Environnement sur le sujet de pollution et toit avec Baptiste Grard, que vous pouvez regarder. Donc là, c'est vraiment focus toiture-terrasse. Bien entendu, quand on veut déployer de l'agriculture urbaine sur d'autres espaces comme au sol, la question de la pollution se fait toujours pressentir. C'est pour ça que dans le zéro artificialisation nette ou dans les travaux de chercheurs, je pense au programme Refuge des collègues d'AgroParisTech, on exhorte à vraiment regarder toujours cette qualité des sols en premier et il y a des solutions techniques pour adapter qui existent. Et bien sûr, préférer bâtir sur des zones plutôt polluées pour sauvegarder les zones saines pour de la production locale. Entendu. Bon, cette réserve étant désormais donc écartée, peut-être en venir plus spécifiquement donc aux freins qu'on peut rencontrer. Guillaume demandait quels étaient les obstacles juridiques qui pouvaient empêcher l'installation d'un potager sur le toit de son immeuble en ville, et à Lyon en particulier. Le corollaire de cette question, c'est bien évidemment, y a-t-il, de manière générale, des freins de nature juridique? On reviendra sur les freins techniques et sur les freins économiques, mais sur la partie juridique et d'aménagement tout simplement des espaces urbains, est-ce que vous avez identifié des points sur lesquels il conviendrait de progresser? Alors, si on regarde le côté juridique pour l'installation de toitures terrasses en agriculture urbaine, c'est surtout la mise à disposition de l'espace qu'il faut regarder. Il y a tout un tas de contrats qui existent. La FOP, notamment, a développé un guide sur le sujet qui recense vraiment tout le genre de contrats qu'on peut mettre à disposition.
en soi, il n'y a rien qui interdit le fait d'aller cultiver ces espaces dans des termes juridiques. Là où on est sur des questions un peu plus floues, c'est que à la fois, il y a le code de l'agriculture qui impacte le projet, le code de l'urbanisme. En fait, on est entre différentes législations qui font qu'il faut regarder tous les aspects du projet pour vraiment le mettre en place de façon sécurisée, quoi. Oui, mais donc c'est bien au cas par cas, je dirais, que doivent s'envisager ces projets-là, mais pour autant, il n'y a pas de cadre réglementaire qui soit particulièrement favorable, disons, au déploiement de ce genre de… En tout cas, il n'y en a pas qui soient défavorables. Des cadres réglementaires qui soient favorables, il en existe désormais. Je pense par exemple à la ville de Paris dans son nouveau PLU de 2016 qui a inscrit pour toutes les toitures, donc de plus de 200 mètres carrés, d'être végétalisées, mais dès 500 mètres carrés, de regarder de très près la possibilité d'installer de l'agriculture urbaine. C'est un cadre réglementaire, en tout cas, qui favorise. Et merci à nous qui a mis les liens vers les fiches juridiques. Excellent. Merci beaucoup. C'est la meilleure utilisation qu'on puisse rêver du cadre. Pour poursuivre donc sur la question des freins, je vais en venir encore une fois aux impacts techniques et aux enjeux constructifs qui sont propres à la mise en place de potagers ou de structures d'agriculture urbaine. Mais avant tout, il y a aussi un frein d'ordre quasiment logistique propre, disons, à l'agriculture, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est beaucoup de matériaux, d'intrants à mener sur le site et tout naturellement une production à évacuer. Tous les espaces ne s'y prêtent pas. Il ne suffit pas, en 2 mots, de repérer une toiture plate et qui offrirait donc un environnement structurel satisfaisant pour pouvoir déployer un projet comme celui-là. Comment est-ce qu'on s'accommode de la question logistique et est-ce qu'elle fait l'objet également d'autant de recherches finalement que le potentiel strictement agronomique de ces espaces? Alors c'est vrai que nous, dans le guide, on s'est assuré de bien séparer à la fois des ouvrages neufs, des ouvrages existants. Donc il est vrai que l'avantage quand on va imaginer le projet, donc Paola le disait dans la présentation, comme l'agriculture urbaine comme ensemblier, c'est vrai que quand on imagine le projet en intégrant ces espaces en toiture, il est plus simple de prévoir des équipements indispensables à la production. Donc, il est vrai que voilà, pour amener tous les équipements en toiture, disposer d'un monte-charge ou d'ascenseur, tout cela va faciliter les flux à la fois pour amener les matériaux indispensables à la production et inversement pour descendre les productions. Après, pour ce qui est des bâtiments existants, ça va être un critère important à identifier. C'est-à-dire que si la toiture est d'un seul tenant, dispose d'une surface assez importante pour cultiver, que la portance y est, mais que finalement, il n'y a qu'une échelle à crinoline pour aller sur le toit et qu'il n'y a pas de local de stockage ou ce type d'éléments, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il va falloir prévoir des aménagements ou en tout cas adapter. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, on va pouvoir… il ne suffit pas d'avoir l'espace et la portance pour que le projet fonctionne. Il faut bien sûr penser qu'on va être sur un projet agricole et qui va avoir besoin d'un local de stockage pour la production, d'une boîte, un box à outils et également de pouvoir faciliter les flux humains ou matériels en toute sécurité. Voilà ce que je dirais. Très bien, ça me paraît clair. Enfin, à moins que Paola ne veuille compléter, je propose de continuer de descendre un peu certaines des questions qui nous ont été posées. Alors, d'autres questions portent plus spécifiquement sur la part, j'allais dire, technique, non pas agriculturelle, mais plutôt constructive. Et on nous demande notamment quel peut être l'impact donc de projets comme cela et de ces fermes urbaines sur la structure du bâtiment pour installer une ferme. Est-ce qu'il y a une différence? Et notamment, c'est Sylvie qui nous demande s'il y a une différence importante de masse pour la structure entre les différents types de cultures. Et est-ce que, par là même, on a tendance à privilégier certains types de cultures plutôt que d'autres, pour des raisons, encore une fois, principalement techniques? Des herbes plutôt que des betteraves, mettons. Tous ces sujets, donc on
vous invitera bien sûr à regarder le guide parce qu'on présente bien par forme d'agriculture urbaine, par système de production, ce que ça impacte. Il ne faut pas se dire que c'est des choses incroyables pour la portance. En tout cas, on l'a déjà fait en mettant des toitures terrasses végétalisées. Ce n'est pas des surcharges selon les types de projets énormes. Par exemple, les systèmes les plus faciles à mettre en œuvre, ce sont les systèmes hydroponiques. Donc, vous avez pu voir ces tours ou à l'horizontale. Ça, c'est 100 kg par mètre carré. 100 kg par mètre carré, c'est ce qu'on a de façon classique sur les toits. Et ensuite, on va graduellement monter. Les systèmes de culture en planche et en bac sont assez similaires, mais c'est ce qu'on fait déjà quand on met en place des toitures qu'on appelle biodiversité avec 30-40 cm de substrat. C'est des portances qu'on connaît. Après, c'est sûr, si on veut mettre en place, comme le projet qui a été présenté sur le parc des expositions avec des zones d'accueil du public, là, ce n'est pas tant le fait d'avoir de l'agriculture urbaine qui va impacter, c'est juste qu'à partir du moment où on a de l'accueil du public, on est sur des charges plus importantes. Parfois, on peut monter à 1 tonne par mètre carré, mais c'est rien que les bâtis ne sachent faire. Très bien. Merci pour cette nouvelle précision. Alors, 100 kg par mètre carré pour de l'hydroponie. Est-ce qu'on a un autre, disons, une 300-400 pour planche et bac. Ouais. Et après, si on part sur de l'aquaponique, là, il faut 1 tonne. Oui. Et après, ça va dépendre des usages, quoi. Si on veut accueillir du public, encore une fois, on va encore monter un peu, peut-être vers 500 kg. Si c'est vraiment pour être technique, pour de la production, une ferme urbaine, voilà, pour de la production en masse, c'est 150 kg, rien que, enfin, c'est très facile à avoir. D'accord. Je voudrais en venir un peu aux relations entre, disons, ce type de projet et les territoires dans lesquels ils s'implantent. Sébastien soulignait qu'on voit en France donc pas mal de projets, qu'on voit pas mal de projets dans la Paris dans la présentation, donc des projets en tout cas de cœur de ville. Il demande ce qu'il en est dans la région. Et Anouk, donc pour la FOP, soulignait que les projets parisiens sont les plus visibles, mais que l'agriculture urbaine fleurit également sur tout le territoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement de la façon dont, et de la typologie, disons, des espaces ou des territoires dans lesquels elle se manifeste, cette agriculture urbaine? Tu veux y aller? Alors moi, je connais plus, un peu, si je peux faire un focus peut-être toiture et Paola peut-être plus largement. Mais en effet, oui, les projets fleurissent. Là, on a parlé beaucoup de Paris, mais c'était plus parce que déjà, ça a été beaucoup médiatisé. Et puis, ces appels à projets ont quand même contribué au fort développement. Mais bien sûr, ils sont présents partout. En termes donc la question, c'était quelle répartition de projets on rencontre, ou je me suis un peu perdue. Oui, enfin, tout simplement, comment est-ce qu'ils se répartissent sur les différents… Quelle est la typologie des territoires qui accueillent finalement ces projets d'agriculture urbaine? Est-ce que la ville, effectivement, concentre beaucoup de ces projets-là? Est-ce qu'il y a d'autres types d'environnements qui en accueillent volontiers? Oui, alors il y a donc bien sûr les villes, mais après ça va être là dans la forme des projets. Là, en ville dense, on retrouve beaucoup de projets en toiture parce que c'est aussi une réserve foncière qui est importante. Mais dans d'autres villes un peu moins denses, on va avoir tendance à aussi retrouver des espaces, des maraîchers périurbains qu'on inclut aussi dans la définition de l'agriculture urbaine, puisqu'ils sont fortement en lien avec les urbains. Donc, beaucoup de micro-fermes urbaines aussi, donc sur de très petites surfaces, parfois de 1000 mètres carrés, et qui vont vendre sous forme de paniers, mettre en place des AMAP. Donc, c'est assez variable selon le territoire, et bien évidemment, chaque territoire est très différent d'un autre, et on va vraiment voir des formes d'agriculture urbaine bien spécifiques en fonction de ces territoires. Et spécifiques, et pour ajouter, mais il y a certains invariants de l'agriculture urbaine qu'on retrouve sur tous les territoires. Dans l'agriculture urbaine, on en a parlé, il y a aussi tout ce qui est jardin collectif. Ça, il y a un maillage territorial lié aux jardins ouvriers, mais aussi des jardins familiaux qui est énorme. Sur toutes les villes, tous les villages, on en retrouve. C'est sûr que Fanny, qui nous appelle depuis la région parisienne, elle voit plutôt des toitures terrasses. En ce moment, je vous appelle depuis Bayonne.
Les toits terrasses, on les utilise pas. Par contre, c'est toute la question, comme l'a dit Fanny, de l'agriculture périurbaine. Et puis, quand je vais me balader juste à côté de chez moi, il y a une zone qui a été plantée par les incroyables comestibles où on est vraiment sur du paysage urbain, quoi. On se balade et hop, des aliments comestibles qu'on peut piquer et partir avec, quoi. Pour poursuivre, Casil te demandait si, avec l'engouement actuel donc pour ces projets, les acteurs publics ou les acteurs privés avaient développé des systèmes ou des schémas de financement spécifiques dédiés à l'agriculture urbaine. Et sa question va un peu plus loin, elle est pointue. Est-ce que vous avez connaissance de projets d'agriculture urbaine qui seraient inscrits dans des projets alimentaires territoriaux? Alors, le titre justifierait d'être subventionné et soutenu. Alors, effectivement, le premier point, Cassine, sur cette question du financement revient toujours et elle est centrale. Anouk, je viens de voir le chat, en a parlé, mais effectivement, l'ANRU et le ministère de la Cohésion vient d'allouer une somme pour des projets donc, en zone prioritaire. Donc, ça, c'est un premier moyen, mais effectivement, il faut que les financements se développent plus qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Le projet que je vous ai présenté de Dijon, en tout cas, est très en lien avec le PAT qui a justement été voté dans la zone. Donc, on peut espérer des sources de financement, notamment liées au TIGA. Mais il faut que ça se développe plus, effectivement. Et un autre exemple de projet inscrit dans un PAT, je pense notamment en Terre de Lorraine. Donc, nous, on travaille à la mise en place de jardins nourriciers donc sur ce territoire, à près de 9 maisons. Et donc, ce déploiement d'espaces cultivés avec un axe population précaire se développe dans le cadre de est inscrit dans le projet alimentaire territorial de cette zone-là. Donc, il y a certains projets qui parfois ont des vocations vraiment sociales aussi inscrits dans ce type de projet alimentaire. Entendu. Merci beaucoup. Peut-être, on a pas mal parlé, et vous avez axé, disons, une bonne partie de la présentation sur la thématique, finalement, de la résilience, et en particulier, donc, pour l'inscrire dans le contexte de crise que nous connaissons aujourd'hui, où on se pose effectivement la question, notamment de l'autosuffisance des villes, enfin, qui en réalité est très faible, de l'ordre de quelques pourcents, ou de quelques jours. Le chiffre a été largement commenté en matière d'autonomie alimentaire. Cependant, on est quand même en droit de se demander si c'est bien pour, disons, couvrir les besoins en autosuffisance alimentaire, les besoins alimentaires des villes, que ces projets donc, présentent le plus d'intérêt, et pas plutôt en matière de services écosystémiques associés, etc. Comment est-ce que, hors crise, vous présentez et vous promouvez ce type de projet? Fanny, Oui. Alors, c'est vrai que là, on communique beaucoup sur c'est l'agriculture urbaine qui permet la résilience des villes. C'est vrai que certains projets contribuent vraiment à fournir des aliments pour la population urbaine, notamment de nombreux maraîchers périurbains, mais bien évidemment, ces projets apparaissent comme complémentaires à l'agriculture plus traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, et on voit comment l'agriculture aujourd'hui, en cette période de crise, comment elle se restructure et innove aussi pour être encore plus accessible aux urbains. Finalement, ce qu'on trouve beaucoup en cœur de ville, c'est que l'agriculture urbaine, elle est, donc, comme on l'a dit, multifonctionnelle, mais finalement, la part alimentaire n'est pas toujours le premier axe. C'est finalement beaucoup s'appuyer sur cette production pour développer, sensibiliser sur cette nature, apprendre à la connaître, l'écouter et connaître le rythme des saisons. C'est aussi réfléchir à son alimentation, comment on voit le monde de demain, et transmettre toutes ces connaissances. Et il y a surtout cet aspect social que je retiens et pédagogique. Et bien sûr, tout en s'appuyant sur cette production alimentaire qui ajoute une autre
une autre touche qu'on n'aurait pas forcément avec peut-être d'autres types de végétaux non comestibles et moins attrayants, je dirais. Donc, pardon. Et tout à fait. Enfin, nous, donc au sein d'Urbalia, on accompagne des projets pour la végétalisation des villes, pas seulement agriculture urbaine. On est aussi spécialisé de la biodiversité urbaine et effectivement, on rentre toujours par le sujet de l'agriculture urbaine par tous les services qu'on rend à la ville, quoi, qui sont énormes en termes de se retrouver ensemble, mais aussi en termes de gérer les eaux pluviales, atténuer les lots de chaleur urbains, etc. Donc, mais alors, il s'agira évidemment quand même, si on ne peut pas compter sur la seule, entre guillemets, dimension économique, il s'agira quand même de faire reconnaître par les acteurs privés et publics, justement, la qualité de ces bénéfices écosystémiques, n'est-ce pas? Oui. C'est toujours la grande question de la nature en ville. Hein. Est-ce que je me fais rétribuer pour les services écosystémiques que je rends alors que ça revient à monétariser les écosystèmes? C'est une grande question. En tout cas, la question... c'est ce qu'on a voulu présenter de la rentabilité économique de l'agriculture urbaine. De mon point de vue, elle doit plus se poser sur la rentabilité des systèmes alimentaires en général, comment je rétribue à la juste valeur les producteurs, qu'ils soient locaux, qu'ils soient urbains ou périurbains ou ruraux. Et effectivement, comment en tant que territoire, je soutiens l'installation de ces agriculteurs qui n'ont pas les dispositifs classiques liés à la MSA, les jeunes agriculteurs, les JA, etc. Est-ce qu'il existe des études justement qui tentent à documenter un petit peu la valeur économique, hein, pardonnez-moi, mais enfin justement de ces services additionnels ou de ces services écosystémiques? Alors, on y travaille beaucoup. Par exemple, à AgroParisTech, il y a un certain nombre de projets qui, je pense notamment à un en particulier, le projet Semoir, qui vise à notamment évaluer les services écosystémiques rendus par les micro-fermes urbaines et leurs sols. Donc, c'est un projet qui est encore en cours, mais c'est vrai que l'objectif, c'est de quantifier, parce qu'on a toujours besoin de chiffres pour appuyer aussi les discours, mais donc essayer de savoir en termes de valorisation de déchets, en termes d'utilisation de l'eau, de production alimentaire, combien ces projets permettent... à quelle hauteur ces projets permettent de répondre à un certain nombre de services rendus, de services pour la ville. Donc ça, on y travaille. Et également, il me semble qu'au sein de la FOP, c'est aussi une question qui est beaucoup travaillée en ce moment pour essayer de justifier et de mettre en avant les nombreux services qui sont permis par ces différents projets. Et sans doute surmonter un peu l'espèce d'oxymore de paradoxe entre une agriculture qui est habituellement très consommatrice de foncier et de main-d'œuvre à relativement bas coût et la ville où le foncier est très cher ou est inaccessible et le coût de la vie est important. Je remarque d'ailleurs que les exemples de Cuba ou de Détroit sont intéressants, mais on parle bien d'environnements qui sont à la fois en crise foncière et en crise sociale, dans lesquelles effectivement on comprend que l'agriculture urbaine peut devenir une planche de salut, entre guillemets. Une question peut-être là encore un peu d'ordre économique. Y a-t-il des études, c'est une question que posent Mathieu et Sébastien, sur la taille. Enfin, est-ce qu'il y a une masse critique, une taille critique pour rendre donc ces installations disons, économiquement viable. Et si on ne veut pas traiter que la dimension économique, disons, on pourrait dire écologiquement significative. En soi, là, on est aussi à une période de structuration de la filière. Donc, on teste, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Malheureusement, il y a des entreprises ou des associations qui ne perdurent pas. Et seul le temps nous le dira. Il n'y a pas forcément de masse critique, si ce n'est d'avoir tous les moyens mis à disposition pour produire. C'est un peu ce dont on a parlé quand on a parlé tout à l'heure de logistique, c'est-à-dire c'est pas juste j'installe des bacs sur un toit, ok, comment je fais monter ma terre, comment je me ravitaille, si je dois vendre, où est-ce que je vends, c'est toutes ces questions-là. Au sein du GUE, on a essayé de proposer des surfaces minimales pour l'implantation en toiture terrasse des projets. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que les sites effectivement, les acteurs possèdent souvent plusieurs sites, différents sites au sein du même territoire qui leur permet d'arriver à une certaine rentabilité. Si je prends donc les chiffres de la FOP, en 2020, on a 600 sites.
qui représente 76 hectares. Donc, on peut vite faire les calculs pour 80 entreprises. Donc, ça fait des sites très petits quand on compare effectivement avec l'agriculture traditionnelle, où là, c'est plus du 50 hectares pour une exploitation, une entreprise qui exploite, quoi. Entendu. Merci beaucoup. Le temps passe et je vois qu'on est au terme, disons, du temps que nous vous avions demandé de consacrer et que nous avions promis donc pour notre audience. Peut-être il y a une question de Benoît qui vous relançait, peut-être toi en particulier, Paola, sur tes réactions au propos de Didier Sicard sur les changements de biodiversité en particulier. J'ai envie de le reformuler dans ces termes. Faut-il avoir peur de l'agriculture urbaine et de son potentiel, disons, et de ce potentiel, disons, sanitaire? Vaste question. Non, il faut pas avoir peur de l'agriculture urbaine. Il faut pas avoir peur de la nature en général. C'est bien par là, de notre point de vue, qu'on trouvera notre salut, que ce soit en termes de résilience pure et dure face au changement climatique. Comment je vais absorber toutes ces augmentations de température, comment je vais les diminuer, mais aussi de résilience sociale. Comment nous, par la plateforme Hopping ou par d'autres solutions, quand on sera déconfiné, on peut se retrouver et communiquer ensemble. C'est vraiment une des clés. Entendu. Merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup, Fanny. Je vous remercie également toutes et tous d'avoir assisté nombreux donc à cette rencontre. Vous pouvez la prolonger un peu en rejoignant, aussitôt que nous en aurons terminé, l'onglet Networking qui est accessible dans la partie gauche de votre écran. N'y allez pas tout de suite parce que vous allez quitter la conférence, au cours de laquelle vous pourrez, et vous êtes encore plus de 70 connectés, échanger entre vous et probablement avec Paola et Fanny, sur les temps très courts. Hein, c'est des petites rencontres de 3 minutes, donc pour approfondir tel ou tel aspect et continuer d'en débattre si vous le souhaitez. Donc dans la partie networking. Merci à toutes et à tous. J'espère vous retrouver nombreux, aussi nombreux et nombreuses donc pour nos prochains événements, dont je vais partager dans un instant le lien sur le chat, en espérant donc vous retrouver dès demain pour parler de la façon dont des associations peuvent aider les soignants dans le contexte de la crise. Voilà. Merci encore et à très bientôt. Merci à tous. Onglet Networking. Au revoir. Merci.